La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable à l'adoption des crédits relatifs au transport routier de la mission écologie, développement et mobilité durable, sous réserve bien sûr de l'adoption de 14 amendements. 3 de ces amendements ont d'ores et déjà été adoptés, ce dont je me félicite. Ils portaient respectivement sur la diminution du taux de TVA à 5,5 sur les transports du quotidien, la généralisation à tout le territoire de l'expérimentation du prêt à taux zéro pour l'acquisition d'un véhicule léger peu polluant et le prolongement d'1 an de ce dispositif et enfin l'instauration d'un prêt à taux zéro pour l'acquisition de véhicules lourds peu polluants. Je vous présenterai au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable, d'autres amendements portant sur les crédits de la mission que nous examinons aujourd'hui. Je souhaiterais aborder 2 points mis en avant dans mon rapport pour avis. Premièrement, la question du modèle de financement des autorités organisatrices de la mobilité qui doivent répondre à de multiples défis. D'une part, elles vont faire face à une forte hausse de la demande de transport collectif sous l'effet de la mise en œuvre rapide des zones à faible émission de mobilité et de celle des services express régionaux métropolitains, les SERM, projet de loi que nous avons voté récemment. Elles sont en outre confrontées à une hausse de leurs dépenses de fonctionnement du fait de l'inflation et vont devoir intégrer à leur équation budgétaire les coûts liés au renouvellement de leur flotte de véhicules. Le PLF pour 2024 envoie un signal positif en rehaussant le plafond du versement mobilité, le VM à Paris et dans la petite couronne. Néanmoins, ce traitement particulier de la région parisienne interroge au regard des besoins considérables auxquels font également face les autres AOM. Il me semble donc urgent d'engager une réflexion sur une évolution du versement mobilité en prêtant une attention particulière aux AOM situées en zone peu dense, dont le potentiel fiscal ne permet pas de lever le versement mobilité. Deuxièmement, le financement du verdissement du parc automobile constitue un autre point d'alerte. Là encore, un soutien plus volontariste est nécessaire en faveur des AOM qui font face à des coûts considérables du fait des obligations de renouvellement de leur flotte d'autobus et autocars. Il faut en outre redoubler d'efforts pour accompagner les ménages et professionnels dans le verdissement de leurs véhicules. L'annonce du lancement du leasing social au 1er janvier 2024 est donc une bonne nouvelle, mais on ne peut que s'alarmer du flou artistique ou administratif entretenu sur l'enveloppe budgétaire prévue et sur les modalités précises de mise en œuvre. Dans ces conditions, on peut craindre un nouvel ajournement du dispositif ou tout le moins un démarrage très timide. Cela ne serait pas acceptable compte tenu des besoins et de l'attente que suscite ce dispositif. Nous allons donc y regarder très particulièrement. Au début du mois de novembre, la tempête Ciaran a frappé la France, laissant derrière elle un spectacle de désolation. De la Bretagne aux Hauts-de-France, on compte des milliers de poteaux à terre, des dizaines de milliers d'arbres arrachés, 300 000 sinistrés, plus d'1 million de Français privés d'électricité pendant plusieurs jours et 3 morts. Ciaran a occasionné 500 millions d'euros de dégâts matériels. Elle succède à Alex, qui avait déjà coûté au pays 200 millions d'euros en 2020. J'en tire 2 conclusions. La première, c'est que nous ne sommes pas prêts. Comme vous le rappelait mon collègue Uzena, qui lors d'une question d'actualité alertait le gouvernement sur le sentiment de solitude des élus locaux face à cette catastrophe. Deuxième point, l'inaction climatique va nous coûter cher et elle va nous coûter de plus en plus cher. C'est d'ailleurs la conclusion du rapport Pisani-Ferry-Mahfouz que vous avez vous-même commandé. Je rappelle ces évidences car débattre du budget écologique de la France, ce n'est pas simplement délibérer devant la nation, mais c'est le faire devant l'espèce humaine, tant les quelques années qui nous séparent de 2035 et de 2050 sont fatidiques. Depuis quelques semaines, monsieur le ministre, vous avez l'air fier comme Artaban et pour tout dire, content de vous-même. Les adeptes de la main invisible du marché dont vous êtes parlent enfin, ce que nous demandons depuis des années, d'une forme de planification écologique. Mais dans votre projet de loi de finances, notre sentiment, c'est que, au mieux, vous n'avez pas compris ce qu'est la planification et ce qu'elle emporte, et qu'au pire, vous entretenez l'illusion de sembler faire tout en sachant en réalité que vous faites semblant. Car rappelons-le, vous n'avez toujours pas présenté une stratégie nationale bas carbone actualisée. Vous n'avez pas de programmation des financements. Vous n'avez pas d'articulation avec les investissements des collectivités. Mais vous nous parlez quand même de planification. C'est tout à fait stupéfiant, vous planifiez sans plan.
Au vrai, pour 2024, votre planification écologique ressemble d'abord à un grand mea culpa ou peut-être un petit remords de votre inaction climatique depuis 2017. Je reviendrai ici sur deux aspects de la mission écologie du budget 2024. Ces quelques points positifs, ils existent et nous les saluons, et l'impasse de votre méthode. Ce projet de loi restera comme celui du réveil tardif du gouvernement d'Emmanuel Macron. Ça y est, vous cessez de détruire les services publics, les administrations en charge de la transition écologique. Il était temps. Ce budget contient 7 milliards d'euros de dépenses supplémentaires favorables à l'environnement. Je note également la pérennisation et l'augmentation des moyens du fonds vert de 2 à 2,5 milliards d'euros qui constituent une petite avancée. Les effectifs des ministères et des agences de la transition et de la prévention des risques progressent enfin, alors qu'ils ne sont toujours pas à leur niveau de 2017 lorsque vous êtes arrivés aux responsabilités. L'effort de 300 millions d'euros alloué à la régénération du réseau ferroviaire n'est pas anodin, même s'il doit être mis au regard de l'impact de l'inflation sur les comptes de SNCF Réseau. Toutefois, cesser de détruire les services publics n'a rien à voir avec la planification de la bifurcation écologique. La planification se doit de hiérarchiser les priorités, déboucher sur des actions claires, financées, dont les conséquences économiques et environnementales sont précisées. C'est une question de méthode. Or, votre trajectoire financière, on la cherche encore. La synthèse de votre plan France Nation Verte ne contient par exemple aucun chiffrage. Vous multipliez les plans sectoriels eau, vélo, biodiversité, sans programmation d'ensemble. Idem, vous votez une loi ENR et une loi installation nucléaire avant d'élaborer votre loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Bref, ça part dans tous les sens. Les objectifs environnementaux ne devraient pas être affichés sans engagement sur les moyens de les atteindre. Et j'ajoute qu'une démarche aurait pu vous inspirer. C'est celle des plans pour une nouvelle France industrielle d'Arnaud Montebourg. Transversaux, mettant des administrations et des industriels autour de la table avec des objectifs précis et des échéances, ces plans dessinaient une nouvelle forme de planification. Je voudrais, pour conclure mes propos, vous rappeler un moment qui fait écho à celui que nous vivons. Nous sommes le 4 mars 1933, le président Roosevelt est élu et il fait face du haut du Capitole à une foule compacte, bigarrée mais heureuse, venue des quatre coins des États-Unis. D'emblée, dans son discours d'investiture, il rappelle comment les libéraux se sont comportés pendant la crise de 29. Et il dit ceci: à la vérité, ils ont essayé, mais leurs efforts portaient l'empreinte d'une tradition périmée. Ils ne connaissent que les règles d'une génération d'égoïstes. Ils n'ont aucune vision et sans vision, le peuple meurt. Il en va de même pour la planification écologique. C'est bien d'essayer comme vous le faites ici avec ce projet de loi de finances, mais il serait temps d'avoir une vision. En introduction, je veux insister sur la trajectoire financière du gouvernement qui se concentre sur le désendettement de l'État et sur la poursuite de la baisse des impôts. Cette stratégie économique me paraît particulièrement risquée. Rappelons que selon le rapport Ferry-Mafous, il y a nécessité d'ici 2030 d'investir 34 milliards de dépenses publiques supplémentaires pour réussir la transition écologique. C'est un effort considérable, mais il est nécessaire. Dans le temps qui m'est imparti, je me concentrerai sur quelques-unes de mes préoccupations fortes concernant ce budget. L'essentiel du financement du programme 174 est consacré au sein de l'action 02 à MaPrimeRénov' et au chèque énergie. Les crédits 2023 pour le chèque énergie sont renouvelés en 2024. Ce renouvellement ne me semble pas à la hauteur de la situation. En effet, les ménages modestes ont pâti de l'inflation avec un accroissement des dépenses contraintes d'énergie. Un des volets du chèque énergie ne fonctionne pas. Seuls 900 chèques ont ainsi été utilisés en 2020 pour réduire la consommation d'énergie des logements. Ce doit faire réfléchir le gouvernement. Il est nécessaire de rendre plus inclusif ce chèque en élargissant son éligibilité au moins au niveau du seuil de pauvreté retenu au niveau européen, soit 60% du revenu médian. Toujours sur le programme 174, je souhaite mettre l'accent sur les dépenses fiscales rattachées à ce programme, 4 milliards pour 2024. Je m'interroge fortement sur l'efficacité de ces exonérations.
En ce qui concerne le dispositif de leasing social qui va permettre aux ménages modestes d'avoir accès à une offre performante sur le plan environnemental de location ou de vente de voitures électriques financées par le programme 174, je veux faire 2 remarques. Tout d'abord, aucun montant précis de cette aide n'est renseigné en autorisation d'engagement comme en crédit de paiement. De plus, les ménages concernés par cette mesure doivent avoir un revenu fiscal inférieur à 14 000 €, ce qui est très restrictif. Il faut augmenter le plafond de revenus. Dans l'action 01 sur la politique énergétique, je suis particulièrement attentif à la sécurisation des barrages et concessions hydroélectriques. Et à ce sujet, je veux interroger le gouvernement où en est le dossier très sensible de l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques. Dans le programme 362, je suis très sensible à l'action énergie technologie verte qui entend positionner la France à la pointe des technologies de production d'hydrogène renouvelable, soutenir les innovations au service de la transition écologique, tout en développant les solutions innovantes pour la gestion des déchets radioactifs, ainsi qu'aider les secteurs aéronautique et automobile. Je m'étonne que cette action soit dotée d'aussi peu de moyens. Enfin, le compte affectation spéciale d'aide aux collectivités pour l'électrification rurale est un outil essentiel de péréquation et d'égalité des territoires en matière de distribution de l'électricité. Cependant, du fait de l'inflation et de la stabilité des dotations du FACÉ depuis plusieurs années, sa capacité à contribuer au financement des travaux de développement et d'adaptation de leur réseau de distribution d'électricité a tendance à s'éroder de plus en plus, alors que de leur côté, les dépenses ne cessent d'augmenter. En conclusion de mon intervention, je veux insister de nouveau sur la nécessité d'accroître les moyens budgétaires pour une transition écologiste juste.